sénégalaise de vente de fruits et de céréales. Autre innovation digitale de taille, c'est M-Pesa, une application qui fait la fierté du Kenya, de l'Afrique tout entière en succès, rendu possible grâce aux terminaux qu'utilisent 90% de la population kenyane. Cela cadre parfaitement avec le thème de notre panel, de notre premier panel, qui sera donc animé par Tidiane Dem, général partner Partech Venture. J'ai bien prononcé. Je rappelle également que Tidiane est ancien responsable Google Afrique francophone. Bonjour Tidiane. Bonjour Ismaël. Tidiane, c'est expert en TIC, directeur associé de Performance Group. Je rappelle que Performance Group, c'est le cabinet qui a donc écrit la stratégie Sénégal numérique 2025. En tout cas, je retrouve deux connaissances autour de moi pour parler du digital, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Sont-ils les nouveaux ressorts pour le développement de l'Afrique? Je la pose d'abord à Tidiane. C'est une grande question. D'abord, merci de nous recevoir ici. Même si je dois vous mettre en garde que Tidiane et moi ne sommes jamais d'accord sur rien. Le panel pourra être houleux. À la fin, je m'incline toujours. C'est le grand-père de l'Internet sénégalais. C'est ce que je dis pour le mettre à la retraite. Grand-père de l'Internet sénégalais. Et donc, le droit d'aînesse prévaudra. Alors, d'ailleurs, justement, Tidiane, il a peut-être cru bien avant moi que le digital et la technologie sont des moteurs de transformation. Donc, je vais lui repasser la parole sur le sujet. Mais oui, si vous voulez une réponse rapide, oui, je pense que ça peut être un moteur de développement pour une raison très simple. Partout sur le continent, on voit aujourd'hui des entrepreneurs utiliser la technologie, même sous ses formes les plus basiques, pour adresser des problèmes structurels dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, le transport, la logistique, la finance. Il n'y a pas un seul secteur qui échappe à cette digitalisation et à sa capacité de résoudre des problèmes structurels at scale, à l'échelle. Et je pense que si ces entrepreneurs réussissent ce qu'ils essayent de faire, effectivement, le digital aura été un moteur de développement. Après une mise en garde, en 1998, un rapport de l'USAID disait que le Sénégal, pour plein de raisons, était un pays qui avait énormément de potentiel dans le digital et était celui en Afrique qui était le mieux positionné pour utiliser le digital pour réussir son développement. C'était en 1998. On est 20 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Donc c'est un potentiel qui n'est pas forcément transformé. Merci, merci Tidiane. Je vous repose la même question. Le digital, l'innovation, l'entrepreneuriat sont-ils des ressorts de développement du continent africain? Oui, merci à mon tour également de vous remercier. Je vois dans la salle tellement de personnes que j'ai connues, que je connais très bien et puis que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Je disais tout à l'heure à Sambacène qu'il a réussi la prouesse de, voilà, parce que ça c'est lui, je vais ramener tout ça à Dakar pour qu'on ait ces débats et ces discussions qui, sur les 2-3 jours là, vont être certainement extrêmement intéressantes pour tout le monde. Devant la question qui est posée, une question tout à fait essentielle, je vais peut-être, puisque c'est un débat, on va beaucoup échanger, commencer par la question de l'innovation en tant que telle, avant de revenir sur les entreprises, sur l'entrepreneuriat. Sur l'innovation, je crois qu'un des éléments qui, pour moi, est tout à fait fondamental, c'est le point de vue culturel. Ce qui va faire qu'on va être véritablement différent des autres, et ce qui fait qu'on est différent des autres, et c'est ça la richesse du monde, c'est la diversité culturelle. Le fait qu'on revisite notre culture, c'est ça qui va nous permettre de voir justement quels sont les usages que nous devons transformer. Les solutions en général sont des solutions technologiques et viennent
viennent souvent de l'extérieur, de développeurs, d'entreprises qui ont pris beaucoup d'avance. On a vu aussi les retards qu'on a pris depuis 1998. Toutes les mesures qui devraient l'être n'ont pas été prises à temps, on y reviendra. Mais enfin, le fait est que pour l'Afrique, la seule façon, de mon point de vue, d'innover, c'est d'innover à partir de notre fonds culturel. Prenons deux exemples très simples. Tout le monde, on a parlé tout à l'heure de M-Pesa. Je ne pense pas que M-Pesa soit même transférable au Sénégal. Parce qu'en réalité, les Kenyans, dans leur grande majorité, notamment les fonctionnaires kenyans, les entrepreneurs kenyans, ils ont tous à la fois souvent deux jobs. Ils ont le job à la ville et ils ont aussi le job dans leur village avec des champs, avec une deuxième activité. Et depuis très très longtemps, ils ont eu l'habitude de transférer de l'argent tout simplement entre leur job en ville et leur activité en campagne. Et dans des conditions tout à fait spécifiques. Et ça, ce sont des us et coutumes du Kenya. Ce genre de choses n'existent pas au Sénégal. Donc vous voyez, la manière dont on transfère l'argent ici au Sénégal, par exemple, entre les gens de la diaspora et le Fouta, ce que ça donne, c'est peut-être relativement spécifique au Sénégal. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que les véritables innovations, on va les trouver dans notre façon de faire les choses. Et donc, c'est ça que je voulais dire en premier lieu. Et puis, en second lieu, c'est naturellement la formation. Pour pouvoir innover, il faut avoir un certain nombre de capacités, il faut s'entraîner comme un sportif. Et cet entraînement, ça se fait par les transferts de connaissances, par la connaissance tout court, et ça se fait par le système de formation. Ce sont les deux choses que je voulais dire d'emblée dans le débat, avant de revenir par la suite. Justement, moi je vais plutôt saisir la balle au bon par rapport à cette formation pour innover. Donc, il a si bien dit, il faut mettre le paquet sur le volet formation. Vous qui étiez à la tête de Google Afrique francophone, est-ce que vous avez senti un dynamisme dans ce volet au Sénégal ou en Afrique, parce que vous avez parcouru pas mal de pays qui viennent? Je me prive d'une occasion d'être pas d'accord avec Tidiane. J'adore ne pas être d'accord avec Tidiane. Je voudrais qu'on revienne plus tard sur le point culturel. Je ne suis jamais d'accord avec lui, il a toujours raison 3 ans plus tard. Alors, pour rester sur la formation, parce que je suis tout à fait d'accord pour cette fois-ci, oui, elle est critique. En fait, et Tidiane l'a bien dit, il n'a pas parlé de formation, de transfert de compétences, de développement des compétences. Elle est critique probablement pour qu'on puisse faire de l'innovation et faire du développement. Maintenant, vous me demandez si dans ma position d'avant, j'ai vu des choses se passer dessus. Je pense que sans être même chez Google, il y a un certain nombre de choses frappantes. La première, quand on est à Dakar, c'est que d'une manière tout à fait inattendue, Dakar est devenu un hub de formation dans la région Afrique de l'Ouest. Et ce que je veux souligner, qui sera important pour moi dans la suite des débats, c'est que cette position de hub de formation qui fait qu'aujourd'hui à Dakar, vous rassemblez n'importe quel panel d'entrepreneurs, vous en mettez 10 sur scène, il y aura 2 Sénégalais, probablement 1 ou 2 Béninois, quelques Togolais, quelques Camerounais, quelques Ivoiriens, ce qui fait en fait la richesse de l'écosystème sénégalais. C'est créé sans aucune intervention de l'État et probablement malgré l'État. J'espère qu'il y a des gens de l'État ici pour me taper dessus. Mais donc il y a des hubs de formation qui se créent pour répondre à des besoins et ça a été fait par des privés qui ont répondu à un besoin. Et c'est peut-être une voie qu'on doit explorer plus, que l'État doit renforcer, mais qui s'est faite naturellement. Et il y a un certain nombre de hubs de formation comme ça qui se créent sur le continent. Accessoirement, pour les entrepreneurs privés, on gagne beaucoup d'argent dans la formation. Allez-y, créez plus d'écoles. Et donc cette formation se fait. Mais une autre manière de faire de la formation, et qui se fait beaucoup dans un certain nombre des pays qui émergent dans la tech, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'importation de talents. Je pense que les pays qui réussiront, ce sont les pays qui sauront aussi faire venir chez eux un certain nombre de talents, parce que la formation dans le digital innovation
hélas, se fait beaucoup moins dans les écoles et beaucoup plus dans les startups et dans les entreprises. Je vois par exemple le Kenya, où il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de buzz, et du jour au lendemain, tous les graduates des Ivy League américains qui voulaient sauver le monde ou l'Afrique ont pris l'avion, sont allés au Kenya, c'est l'Afrique 101, il y a des Maasai, il y a des zèbres, il y a des gratte-ciel, il y a M-Pesa, et tout le monde est allé pour créer une boîte au Kenya et sauver le monde. Ces boîtes sont plantées, hein, ne vous inquiétez pas, mais tous ces talents qui sont venus ont diffusé dans l'écosystème et font qu'aujourd'hui, sur l'indicateur pour moi le plus pertinent de développement de l'écosystème, l'investissement dans la tech, le Kenya est beaucoup plus en avance que son économie ne le laisserait croire, parce que sur les 370 millions investis dans le venture capital en Afrique l'année dernière, 96 millions de dollars sont allés au Kenya. Et ça, c'est parce qu'il y a du talent qui a diffusé dans le pays, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais souvent, on dit que le talent se trouve partout en Afrique. Est-ce que ce n'est pas dû également au modèle que le Kenya a hérité de la colonisation, au modèle anglo-saxon? Le potentiel de talent se trouve partout en Afrique. Tidiane l'a dit tout à l'heure, il faut l'entraîner, c'est comme du sport. Et il faut faire, comme disait Malcolm Gladwell, 10 000 heures de code pour devenir un développeur à l'échelle planétaire. On peut sortir de la meilleure école d'Afrique, et nous les Sénégalais, les Sénégalais vont prétendre que c'est l'université de Dakar. Mais si on n'a pas fait 10 000 heures de code, on ne sera pas le meilleur développeur africain. Et les 10 000 heures de code, celui qui les fait, c'est celui qui a l'opportunité de les faire dans les startups et des entreprises, et ce n'est pas à l'université qu'on les fait. Et c'est peut-être la différence entre un certain nombre de pays. Avant de remettre la parole à Tidiane, peut-être vous pouvez revenir sur l'aspect culturel. Pour lui, il faut s'appuyer sur nos cultures, sur nos valeurs culturelles, pour peut-être régler des solutions qui s'opposent aux populations. En fait, je cherche vraiment au moins de ne pas être d'accord. Je vais insister sur une nuance. Je pense qu'il faut le chercher dans notre culture, mais peut-être pas dans nos différences culturelles. Parce que finalement, la grande découverte qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que les pays africains et les marchés émergents ont en commun que sur les différences. Une boutique informelle de Bana à Jakarta, à Dar es Salaam, à Dakar ou à Lima se ressemblent beaucoup. Et leurs problématiques et leur culture du commerce sont extrêmement différentes d'une boutique à New York ou à Paris. Et ne sauraient être adressées par une start-up de la Silicon Valley ou une start-up de la French Tech. Et il y a donc une immense opportunité pour les entrepreneurs des marchés émergents de construire sur ces choses que nous avons en commun pour construire des business qui ont une échelle globale. Et c'est peut-être mon biais d'investisseur. Je ne voudrais pas investir dans un business qui ne fait que du Kenya ou qui ne fait que du Mali. J'espère investir dans des business qui font de l'Afrique ou qui font du marché émergent. Et pour ça, je suis désolé Tidiane, il faudra qu'ils se concentrent non pas sur notre diversité culturelle, mais sur notre base culturelle commune. Tout à fait, je pense qu'on ne sera pas trop éloignés tous les deux de ce que tu viens de dire. Je ne vais pas dire plus que cela, on est tout à fait d'accord. L'essentiel, c'est qu'on soit d'accord sur le fait que la culture est peut-être ici l'élément essentiel sur lequel on doit pouvoir s'appuyer pour innover. Parlons maintenant peut-être de l'entrepreneuriat. Sur cette question, je vais avoir une démarche un peu sénégalaise, mais même s'il faut avoir un point de vue un peu africain. Il se trouve que ces dernières semaines, j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises, on appelle les ESN, les entreprises de services numériques, ou les IT entreprises, etc. En tout cas, j'ai discuté avec toutes ces entreprises qui, aujourd'hui, ont quasiment tous un peu le même problème. C'est de trouver des bonnes ressources en termes de développeurs. Tous azimuts, que ce soit des développeurs, comme on dit dans notre jargon, front-end, back-end, full stack, DevOps, etc.
UX designer, que sais-je. Il y a maintenant toute une série de termes qui segmentent de façon assez précise le milieu du développement. Et les entreprises se posent aujourd'hui véritablement des questions quasiment existentielles sur la capacité du système éducatif actuel tel qu'il est, le hub de formation du Sénégal, de fournir à ces entreprises-là les ressources en question. Ça, c'est une des grosses contraintes que nous avons. Je crois que si on a le temps dans le débat, on y reviendra. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, qui en est un révélateur. Atos est arrivé il y a 2 ans et a dit, bon, moi je veux dans une sorte de fenêtre de 6-7 ans, arriver à 2000 développeurs au Sénégal. Actuellement, ils sont autour de 200 déjà. Mais ils ont vidé quasiment tout ce qu'il y avait de bons développeurs dans les entreprises sénégalaises. Et donc, toutes ces entreprises aujourd'hui cherchent. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. Mais le problème, c'est qu'il y a une sorte de décalage dû à la pratique de ce qu'il vient de dire, le fait de avoir comme le pilote d'avion doit avoir des temps de vol, ici aussi on doit avoir des temps de code. Quand on n'a pas ce temps de code suffisant, on ne peut pas être opérationnel pour faire de l'offshoring et le reste. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième élément qui est une sorte de frein à l'entrepreneuriat, et ça, nous le vivons au Sénégal tous les jours, c'est que les grands projets, qui finance finalement le développement de toutes ces activités? C'est soit le secteur privé, donc c'est du B2B, ou bien alors c'est l'État qui pousse et qui lance de grands projets. Les entreprises qui se développent, qui passent par le CETIP, les Sénégalais qui rentrent, qui reviennent au pays, qui montrent leur voie,